une maladie mortelle dans la ceinture de la méningite en Afrique. C'est un projet très important pour la RDC parce que je vous informe qu'aujourd'hui, en cette date du 23 février 2016, la RDC vient de lancer sa campagne de vaccination au nord et au sud Kivu sur la méningite. Pour clôturer ces assises, les États et leurs partenaires ont pris l'engagement de poursuivre leurs efforts de financement dans le secteur de la vaccination. Un engagement soutenu par le parlementaire, la société civile et les leaders religieux africains. L'ambassadeur de la République d'Allemagne en RDC appelle la classe politique congolaise à se mettre autour d'une même table pour discuter des problèmes qui gangrènent le pays. Ce dernier est d'avis que le dialogue politique initié par le chef de l'État serait susceptible de débloquer la machine, ce dans le respect de la Constitution. Après le message des Ban Ki-moon invitant les acteurs politiques congolais à privilégier le dialogue, c'est le tour de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne de se prononcer. Il appelle les hommes politiques à fournir plus d'efforts pour instaurer une démocratie totale en respectant la Constitution. Pour Wolfgang Manning, le dialogue est le cadre idéal pour l'organisation des bonnes élections, mais cela ne peut pas empêcher la préparation technique de scrutin. Je crois que si on dialogue et si on parle, ça ne veut pas nécessairement empêcher que des préparations techniques soient faites. À la fin, je le répète, ce n'est pas une question qui convoque, oui, mais que certaines conditions soient respectées. Et ça me mène au deuxième point. Je suis toujours convaincu que pour la salut du pays, il y a un consensus sur la nécessité de respecter les provisions de la Constitution et le cadre constitutionnel. Ce diplomate allemand reste optimiste quant à la tenue des élections démocratiques, libres et apaisées en RDC et dans tous les pays africains qui organisent le scrutin. Tournée de supervision du président de la CENI en province, Corneille Nangaa s'est rendu au Kwilu, à l'Équateur et au sud de Ubangui pour évaluer l'opération d'inscription des candidatures à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, animer des cadres de concertation avec les forces vives et doter les secrétariats exécutifs provinciaux d'un nouveau matériel roulant. À quelques semaines de l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs de 21 nouvelles provinces démembrées, le président de la Commission électorale nationale indépendante a effectué une tournée de supervision dans les provinces du Kwilu, de l'Équateur, du Nord et du Sud d'Ubangui. Une visite d'inspection pour évaluer l'opération d'inscription des candidatures à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Cet échange était important, d'autant qu'il a permis d'éclairer sur les questions touchant le processus électoral. Mais l'échange était aussi important parce qu'il m'a permis de noter certaines propositions sur la conduite du processus électoral. Nous avons donc examiné ensemble les chemins qui restent devant nous, les contraintes qui sont devant nous, mais nous en avons profité aussi pour déployer pour les provinces du Sud-Ubangui et de la Mongala les véhicules qui serviront aux préparatifs de cette avance. Corneille Nangaa a échangé avec la population de toutes les 4 provinces. Il les a rassurés de la tenue des bonnes élections de gouverneurs dans un climat de paix et de sécurité. Sachez que le projet de renforcement des capacités en gouvernance PERCG est arrivé à terme. Ce projet débuté en 2008 visait à contribuer à l'amélioration du cadre des conditions de travail des divers services publics au niveau national. Un rapport d'achèvement du dit programme a été présenté vendredi au cours d'une cérémonie officielle. C'est une fin de mandat heureuse pour le projet de renforcement des capacités en gouvernance PERCG. 8 ans durant ce vaste programme avait pour objectif principal de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de travail des divers services publics au niveau national. Le rapport d'achèvement du dit programme a été présenté ce vendredi au cours d'une cérémonie officielle
mais aussi quelques recommandations ont été fournies. Ce projet a été d'une utilité très importante pour la République démocratique du Congo à travers ses grands objectifs qui visent à renforcer les capacités dans les domaines de formation qui visent les réformes des finances publiques, des réformes de l'administration publique également, et qui a aidé également à l'amélioration des conditions de travail, à la mise à disposition de divers services techniques, des régies financières et de services de l'administration au niveau des 4 provinces dans lesquelles ce projet a intervenu, également au niveau national. Une des grandes recommandations de ce rapport, c'est d'abord de pouvoir envisager une poursuite de projets similaires dans la même lignée de celui qui vient de s'achever, étant donné que les chantiers qui étaient embrassés sont des chantiers énormes. Vaste projet démarré en 2008, le coût de financement s'est élevé à plus de 110 millions de dollars américains. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et nous avons réalisé beaucoup d'activités. Il s'agissait pour nous, dans notre mot de bienvenue, de remercier d'abord les autorités de notre pays, les autorités des tutelles du projet et de remercier les experts nationaux et internationaux. Fournir une évaluation complète des réalisations du PRCG sur le financement additionnel, l'accord signé le 8 juin 2013, est également l'un des objectifs de cet atelier. Autre chose à présent, une année après les négociations, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse vient de signer un protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine afin de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et la création d'emplois. Ce protocole d'accord que vient de décrocher l'UPJ arrive avec un plan d'action pour la promotion de la jeunesse africaine afin que cette dernière occupe la place qu'elle mérite au sein de la Commission dans la prise des décisions de l'Union africaine. La cérémonie de signature a eu lieu vendredi à Addis Abeba. État des lieux économiques et environnementaux des matières plastiques, gestion des déchets plastiques et sachets en plastique. Voilà quelques sujets qui ont été débattus au cours du forum tenu sur les emballages plastiques en République démocratique du Congo, assise tenue à l'intention des producteurs et utilisateurs des emballages non biodégradables. Reportage. La RDC passe à l'étape de l'application des résolutions de la COP21. Pour une exécution concentrée, le président de la République fait instruction des modes de production, mettant la RDC au vert dans l'optique de s'arrimer aux engagements pris lors de la COP21. La démarche a été clairement exposée ce 26 février lors du forum sur l'avenir des emballages plastiques. L'objectif étant d'assurer l'approbation et l'appropriation des producteurs et utilisateurs des emballages non biodégradables à travers un processus participatif. Pour le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, il était impérieux aux industriels d'être le co-auteur du texte devant garantir la mise en œuvre des directives de gestion des matières plastiques. Des avancées doivent être observées et enregistrées en République démocratique du Congo sur la problématique environnementale et l'utilisation des emballages plastiques. Nous devons migrer tous ensemble définitivement vers des processus beaucoup plus verts, inévitablement. Maintenant, le débat ici, de mon point de vue, doit être celui de la mise en œuvre des appareillages qui devront aboutir à travers un consensus à établir des délais, des mécanismes. Au terme du dit forum qui s'est éclaté en 3 ateliers avec des thèmes tels que état des lieux économiques et environnemental des matières plastiques, gestion de déchets plastiques et sacs et sachets en plastique, un projet de décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs, sachets et films en plastique a été transmis au Premier ministre. Amélioration des conditions de travail des agents et cadres de l'Office général de fret multimodal. Au GFREM, 12 pick-up d'exploitation viennent d'être réceptionnés, mais aussi un important lot de matériel informatique.
Cérémonie de présentation officielle d'une importante acquisition de 12 pick-up d'exploitation et un lot de matériel informatique. Des acquisitions qui rentrent dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des agents. Avec cette acquisition, Yamayama, le directeur des ressources humaines des Logefrem, invite les employés à accroître la production. Ces enjeux que nous prenons en ce moment vont contribuer largement à redynamiser notre exploitation et à accroître notre productivité. Voilà pourquoi je félicite les comités de direction, parce que nul n'ignore que nous sommes en train de vivre un moment particulier où l'activité économique dans le pays connaît une certaine contraction, due notamment du fait de la conjoncture mondiale que personne d'entre nous n'ignore. C'est grâce à la rétrocession de produits miniers octroyés par l'État à Logefrem que ce dernier a pu s'offrir ses charrois. Nous travaillons au niveau du conseil d'administration d'après un plan qui a été conçu, un plan d'investissement qui a prévu ces acquisitions que vous êtes en train de voir. Et nous ne faisons que respecter cela. J'ai promis, voilà, maintenant c'est chose réalisée. Donc les 12 véhicules sont là, qui vont servir à l'exploitation, au recouvrement, à toutes les missions de Logefrem d'assistance aux chargeurs. Et ça va aller de toutes nos provinces, que ce soit d'abord Congo central, Matadi, Boma, Mwanda. Ça va aller encore à l'est pour Beni, Goma, Bukavu, Uvira, Maniema. Et nous n'allons pas oublier aussi les sud, les Haut-Katanga, Lubumbashi et Kasumbalesa. Il y en a qui vont rester à Kinshasa ici. Et pour sécuriser les nouveaux véhicules, Logefrem a souscrit à la police d'assurance tout risque automobile auprès de la SONAS. À quelques jours du mois de la femme, des associations annoncent des couleurs de la célébration. Freebox Initiative confirme la tenue de la 5e édition de la célébration du mois de la femme. Les sites retenus sont le stade Vélodrome de Kintambo, le stade des Martyrs de la Pentecôte, une initiative qui a déjà l'adhésion d'un nombre important de femmes. La pratique des activités sportives pour le bien-être mental et physique, c'est ce que poursuit Freebox Initiative. Elle saisit le mois de mars pour organiser la 5e édition de la célébration du mois de la femme qui passe par des activités sportives et culturelles. Période prévue du 6 au 13 mars 2016 à travers Kinshasa. Au menu, du cyclisme, du football universitaire, du nzango moderne, des tombolas, le marathon, tout au féminin. Ajoutez à cela de la bonne musique afin de célébrer le mois de Vénus. L'initiatrice précise la motivation de cette 5e édition. Un de nos objectifs est d'encourager la femme en général et en particulier la femme congolaise en général et en particulier la femme Kinshasa. Chaque année, nous comptons de plus en plus beaucoup de mamans qui viennent participer avec nous. L'année passée, nous avons eu plus de 2500 mamans et actuellement, nous sommes à plus de 4000, 5000 inscrits. Et nous pensons que d'ici la date prévue pour la marche de santé, nous aurons plus de 5000 et 6000 jeunes filles et aussi mamans. La marche du 6 mars partira du boulevard Triomphal à Vélodrome en passant par les avenues de la Libération, Colonel Monjiba et Komoriko. Tandis que chaque jour au stade Vélodrome, les activités se dérouleront de 13 à 20 heures et iront jusqu'à minuit à l'esplanade du stade des Martyrs de la Pentecôte. Pareil rassemblement intégrateur ne saurait laisser indifférents différents partenaires, d'où l'accompagnement lors de ce mois symbolique. RTL est une entreprise citoyenne. Il a comme devoir d'accompagner certains promoteurs ou promotrices des activités qui rassemblent les Congolais sur des initiatives assez louables telles que le sport, la marche. Et le mois de la femme est un mois très symbolique parce que nous croyons aux valeurs de la femme, nous croyons à la femme et voilà pourquoi RTL a décidé d'accompagner Mamie Freebox dans son initiative. Et nous espérons que ce partenariat va continuer. Et les années prochaines aussi, nous serons toujours là pour encourager la femme dans ces initiatives. Au-delà des réjouissances populaires et des activités physiques, c'est d'abord une action civique qui rappelle aux femmes la lutte vers l'égalité de sexe. La 5e édition de la célébration du mois de la femme From Freebox Initiative sera sanctionnée par la remise des médailles et la coupe par le coach Ibengue.
Le dossier de ce journal est axé sur l'éducation. Vous avez certainement remarqué un comportement un peu différent qu'affichent les finalistes et des humanités secondaires une fois signées les souches, c'est-à-dire le document qui permet d'enregistrer les finalistes avant la passation de l'examen d'État. Pourquoi l'adoption de cette attitude et que faire pour lutter contre cet état d'esprit dans le chef des futurs diplômés? Élément de réponse dans ce dossier. Concentrés sur leurs notes de cours, ces finalistes se préparent d'ores et déjà à affronter les différentes épreuves orales et écrites de l'examen d'État. Ces derniers sont reprochés d'afficher un mauvais comportement après avoir signé la souche, une des conditions sine qua non avant de passer le test national sanctionnant la fin d'études secondaires. Pourtant, c'est une attitude qui doit être réprimée dans le chef de ces futurs diplômés. Ils ont vécu l'expérience que, effectivement, quand on a signé les souches, qu'on le veuille ou pas, on passera son examen, quoi que l'école fasse. Alors ils se donnent cette liberté-là. Après la signature des souches, je me suis senti un peu plus responsable qu'avant. J'ai pris vraiment conscience de la situation. J'ai pris vraiment conscience que j'étais j'étais en 6e en fait, et que oui, j'allais passer les examens d'État. Pour ceux qui le font, je dirais que c'est pas du tout vraiment réfléchi. Donc ils devraient plutôt plus revoir leurs notes, plus étudier, plus être présents au cours, parce que c'est ce qui va leur permettre de pouvoir bien passer d'abord leur examen d'État, d'obtenir un bon pourcentage. Si pour certains, la signature des souches est un luxe, pour d'autres, par contre, à l'instar de ceux-ci, ce n'est qu'un pas franchi vers une issue qui ne rassure pas certainement la réussite lors de la publication des résultats. Un élève mature peut se dire, si je fuis maintenant les cours, si j'arrête d'aller à l'école parce que j'ai signé les souches, ça va peut-être me pénaliser dans le futur. Quelque chose que je pouvais apprendre maintenant, dans le futur, je ne pourrais pas m'adapter à cette chose parce que je ne l'ai pas apprise avant. Je fouillais au moment où les autres apprenaient, moi j'étais pas là. Donc c'est un peu le manque de maturité. Et je me dis que si un élève prend conscience qu'il il prépare son avenir, je ne pense pas qu'après avoir signé la souche, il va arrêter d'étudier. C'est pas que quand on signe les souches, ça garantit pas la réussite aux examens d'État. Donc on se dit qu'on doit être là pour avoir les leçons et tout. Parce que si on n'est pas là, c'est vrai qu'on a signé les souches, mais on peut quand même échouer. Vu que je n'ai pas encore atteint mon objectif, je n'ai pas le droit d'arrêter de venir à l'école. L'école, milieu d'instruction par excellence, doit jouer un rôle très important dans la lutte contre cet état d'esprit. La discipline devra être de stricte application, en croire ses enseignants. Au-delà des jours prévus par la loi, ils doivent être sanctionnés. Malgré qu'ils ont signé les souches, on peut les mettre dehors pour ne pas présenter les examens d'État. Les enfants qui ont l'habitude de s'absenter, on doit garder leur point de l'école. Même s'il a fait 30% à l'école, ce sont ces points qu'on doit envoyer à l'école faisant partie de leur E13. Condamner, c'est une chose, mais réprimer, c'est une autre. Vous condamnez, mais si la condamnation n'est que verbale et que après, il n'y a aucune sanction qui s'ensuit. Si par exemple, on constatait qu'un élève qui, après avoir signé les souches, parce qu'on sait déjà que 15 jours d'absence suivis dans une école, automatiquement l'élève est rayé de la liste. Mais un élève qui signe les souches et puis qui disparaît de l'école pendant 2 mois, bon, il passe quand même son examen d'État. Les autres ont remarqué, ils se disent, bon, maintenant nous pouvons tous faire la même chose. Le ministère de l'EPS-5, à qui est dévolue la tâche d'inciter les citoyens à la culture de la nouvelle citoyenneté, est appelé à faire face à cette pratique devenue courante dans le milieu scolaire congolais. Sport, football mondial, la date du 26 février restera gravée dans l'histoire du football. Gianni Infantino, 46 ans, en mars, est élu président de la Fédération internationale de football association au 2e tour avec 115 voix, devançant Bahreïni Sheikh Salam, le prince jordanien Ali et le français Jérôme Champagne. Le juriste italo-suisse Gianni Vincenzo Infantino est né le 23 mars 1970 à Brigue en Suisse. Il fut secrétaire général de l'UEFA depuis 2009 jusqu'avant son élection
à la présidence de la FIFA le 26 février 2016. Issu d'immigrés italiens, son père est de Reggio de Calabre et sa mère de la Val Camonica. Il détient les nationalités suisses et italiennes. Il fait ses études de droit à l'université de Fribourg. Marié à une Libanaise, Lina Al-Ashkar depuis 2001, ils ont ensemble 4 filles, le jumelle Alessia et Sabrina, 13 ans, Shania, 11 ans et Dalia, 5 ans. Polyglotte, il parle allemand, français, anglais, espagnol, italien et arabe. Gianni Infantino est conseiller de plusieurs organisations liées au football, dont les ligues italiennes, espagnoles et suisses. En 1995, il devient juriste au Centre international pour les études sur le sport à l'université de Neuchâtel. Il entre au département juridique et commercial de l'Union des associations européennes de football UEFA en 2000, détaché au football professionnel. Il est nommé directeur de la division des affaires juridiques et des licences des clubs en janvier 2004 jusqu'en 2007, directeur général par intérim de l'UEFA de février à mai 2007, directeur de la gouvernance et de la division des affaires juridiques de 2007 à 2009 et enfin secrétaire général en octobre 2009. Le 26 octobre 2015, il annonce sa candidature à la présidence de la FIFA. 4 mois après, il est élu président le 26 février 2016 au second tour avec 115 voix pour un mandat de 4 ans. Infantino succède ainsi à Sepp Blatter, dont l'interdiction d'exercer toute activité liée au football a été réduite à 6 ans au lieu de 8. Si sa notoriété n'a rien de comparable avec celle de celui de qui il aurait dû rester dans l'ombre, Michel Platini, ce résultat n'a rien de surprenant, car Gianni Infantino manie à merveille l'art de la politique et a toujours su flair le bon coup. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévision. Bon week-end à tous. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Dignité, honneur, fierté, c'est le bis. Tu le mérites, RDC.
mboka moko. Hey biso bane kolo moko. Tolingana tosangana tozali baso mboka moko. Kaka mboka moko. Biso bana mboka moko. Biso bana mboka moko. Tolingana tosangana bane kolo moko. Bana mboka moko. Sans l'espoir et à la fin on fera désespoir. Sans l'espoir et à la fin on fera désespoir. Tozali bana mboka moko. Biso tozali bana ekolo moko. Biso bana mboka moko. Biso bana mboka moko. Tolingana tosangana bana ekolo moko. Bana mboka moko. Unissons-nous tous, peuple congolais. Loboko na loboko totikate.